Cet épisode a été réalisé dans le cadre du programme CEPAGE, porté par les communautés de communes de Haute-Gironde, dans le cadre du programme régional Santé-Environnement. Cette démarche vise à co-construire les pratiques viticoles en Haute-Gironde, respectueuses de l'environnement et de la santé. Épisode 7, un mouvement global de transformation de la viticulture. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de l'histoire de la viticulture, de la façon dont cette culture façonne le paysage de la Haute-Gironde et des différents maillons de la chaîne du vin. Nous avons également discuté de la cohabitation entre viticulteurs et habitants, qui malgré des proximités de plus en plus importantes et certains accidents liés aux épandages, ouvrent le dialogue et améliorent leurs relations. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre des acteurs de la Haute-Gironde pour qu'ils nous racontent l'histoire de la transition à l'œuvre dans le secteur viticole. Alors que l'usage des produits phytosanitaires, plus communément appelés pesticides, s'est très fortement développé dans les années 50 pour combattre les maladies, les nuisibles et les insectes et protéger les cultures, les réticences de certains vis-à-vis de ce modèle s'est progressivement fait entendre et la dynamique prend aujourd'hui de l'ampleur. La transition en route en Haute-Gironde et dans les vins de Bordeaux vise ainsi aujourd'hui à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, avec en priorité visée les produits les plus toxiques, que l'on nomme CMR pour cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Cette transition nécessite du temps, de l'accompagnement, mais semble répondre à une évolution nécessaire de la filière pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux de notre temps. Je suis arrivé ici en 1985. Quand je suis arrivé ici, moi, ce qui m'avait frappé dans le paysage viticole, c'était les vignes lunaires. C'est-à-dire un terrain nu, mais nu, pas un brin d'herbe, et des ceps de vigne qui dépassaient. C'était impressionnant. Raymond Rodriguez, maire de Gauriac et vice-président de la communauté de communes de Blaye. Assez rapidement, on n'a plus vu ça. Alors après, la question est de savoir si on désherbe un rat sur deux, si ça. Mais disons que, ou si on désherbe au pied ou pas, enfin bon, il y a diverses tactiques. Mais dans les années qui ont suivi, on a vu pousser l'herbe. Donc il y avait déjà une évolution. Alors ça, c'était le désherbant. On ne parlait pas des CMR à l'époque. Mais on a vu déjà au niveau des désherbants des pratiques qui sont modifiées. Et on a trouvé intérêt souvent à ne pas désherber. D'abord un intérêt financier, hein, mais pas que, y compris un intérêt agronomique. Donc ça, ce sont des choses qui ont commencé à évoluer, on va dire, au début des années 90. Donc, je vais même dire, ça fait 30 ans. Mais ces viticulteurs qui ont une cinquantaine d'années aujourd'hui étaient déjà un peu attentifs à l'époque. Hein. Et les plus jeunes, d'autant plus. Dans les formations viticoles, puisque la plupart font un BTS au moins pour pouvoir fonctionner, dans les formations viticoles, ils sont avertis. Donc il y a une évolution culturelle. Les choses sont différentes de leurs prédécesseurs, qui, eux, ont vécu dans un autre contexte, dans une période où il fallait traiter. Il y a tel problème, j'ai le médicament qu'il faut, et vous allez voir, vous mettez un peu de chimie et ça va régler le problème. Et ça le réglait. Et donc, c'était d'une efficacité remarquable. Donc, ils sont encore plutôt dans cette logique. Donc là, il y a un choc culturel entre les deux. Et après, il y a un choc commercial. C'est que utiliser moins de pesticides, voire pas du tout, ça a un intérêt commercial dans la mesure où on peut vendre plus facilement, voire un peu plus cher, sa production. On parlait de lutte raisonnée. La lutte raisonnée, c'était quoi? C'était déjà, on réfléchissait ou on amenait les agriculteurs à utiliser de manière plus rationnelle les produits phyto. Laurent Bernos, directeur du service vignes et vins à la Chambre d'agriculture de Gironde. Voilà, donc c'était bien avant que le grand public
soient conscients, en tout cas prennent en compte cette problématique-là. Donc tout ça pour dire que c'était un enjeu déjà qu'on avait commencé à travailler il y a de grands nombres d'années. Alors ça s'est beaucoup accéléré ces dernières années, mais en fait le travail de fond avait déjà été fait. De manière officielle, il y a le plan Éco-Phyto, qui a démarré en 2008, hein. Donc déjà ça aussi, ça a redonné un petit coup supplémentaire, et aussi maintenant il y a une forte attente sociétale par rapport à tout ce qui est, heu, ouais, enfin, je veux dire, tous les problèmes liés à l'utilisation des produits phytosanitaires. En phytosanitaires et pas que, puisqu'il y a aussi ce qu'on utilise nous de manière courante en tant que citoyen. Voilà, de la baisse de ces produits-là. Dernièrement, voilà, donc il y a beaucoup de produits qui ont été éliminés, les plus toxiques, le glyphosate sur lequel il y a des fortes restrictions, etc. Donc c'est quelque chose qui est en train de s'accélérer, mais il faut bien comprendre que le mouvement de fond avait démarré depuis très très longtemps. De fait, par exemple, la Gironde est un des départements qui utilise le moins de désherbants, où on a beaucoup de vignes en hermée depuis très très longtemps. Si vous prenez le recensement général agricole qui est fait régulièrement, la Gironde, 80% des vignes sont en hermée depuis très longtemps. Donc, c'est un espèce de travail de fond. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'efforts, hein, mais il y a déjà eu une prise de conscience qui s'est vraiment accélérée avec les problèmes qui a eu lieu à Villeneuve-de-Blaye, hein, qui a été aussi le déclencheur, hein. Il y a eu une succession de petits éléments qui ont fait prendre conscience un peu à tout le monde, à la fois aux consommateurs, aux riverains, mais également aux viticulteurs, qu'il fallait faire des efforts. La conjoncture économique, et notamment l'intérêt des consommateurs pour les produits plus vertueux environnementalement, pousse la production à prendre en compte ces nouvelles attentes et à changer leurs pratiques. C'est une opportunité pour les vins de Bordeaux, dont la situation économique est difficile aujourd'hui, comme nous le présentions dans l'épisode 2. Il y a certainement, et on le voit, des réseaux de distribution spécialisés dans les produits bio. Alan Sichel, président de la maison Sichel, négociant en vin de Bordeaux. Donc oui, une certification de démarche environnementale. Ce sont des réseaux de commercialisation qui sont très spécialisés. Et je suis convaincu, là-dessus, on a un segment de consommateurs, c'est 10 et 15% des consommateurs, qui vont très régulièrement s'approvisionner dans ces réseaux de distribution, et puis ils achètent le vin en même temps que les fruits et légumes, etc. Donc ça, ce sont des gens qui sont très très impliqués et très rigoureux dans leur démarche. Mais ça déteint aussi sur l'ensemble de la population. Donc on voit dans des rayons beaucoup plus généralistes l'évolution de la mise en avant de produits bio, ou en tout cas sous certification environnementale. Il est certain que le consommateur, de manière générale, demande, est intéressé et soutient tout ce qui va aider à protéger l'environnement, à réduire l'impact sur le changement climatique, à se faire du bien en consommant des produits sains. Et puis, il est de plus en plus attentionné à tout ce qui est respect de la réglementation, être en adéquation avec la nature, tout ce qui est les démarches vertueuses, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau des pratiques viticoles. Au départ, les gens trouvaient ça bien, mais c'était pas... on sentait que c'était pas forcément une volonté de consommer bio. Aujourd'hui, là, il y a vraiment des gens qui veulent des produits bio, qui mangent bio, qui boivent bio, et qui sont partis à fond là-dessus. David Lapoumerouli, viticulteur bio au château La Brolterie. Donc, nous, on a senti la différence. En fait, il y a 3 ou 4 ans, où on a vraiment vu un décollage de la consommation des produits bio, et qui a été vraiment marqué. Aujourd'hui, pour rentrer dans une cave à Paris, si vous n'êtes pas bio, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. C'est devenu le minimum. C'est quand même un plus aujourd'hui, parce que les gens sont plus sensibles, et à 2 vins identiques en qualité, s'il y en a un qui est bio, ils prendront plus facilement un bio que celui qui est en temps conventionnel. De toute façon, vous voyez, hein, les gondoles des supermarchés, les rayons bio, comme ils ont explosé ces dernières années, c'est vraiment c'est exponentiel, quoi. Déjà, l'idée, c'est d'expliquer aux viticulteurs que cette démarche d'écoute aval,
en tout cas du marché et des attentes sociétales. Karine Galante, responsable projet à la coopérative des vignerons de Buzet. Alors dans l'attente sociétale, je mets tout, hein. Attente des riverains, attente du client vraiment qui va acheter, est-ce qu'il y a des résidus ou est-ce qu'il n'y en a pas. Changement Mais climatique. donc les attentes vraiment de qu'est-ce on veut sur le vin demain qui va être consommé ou qui va être acheté. Quel est son impact sur l'environnement, etc. Donc tout ça, on le prend en compte. Nous, ce qu'on explique aux clients, c'est pas parce qu'on prend en compte toutes les attentes sociétales que ça veut dire qu'on va vendre 3 fois plus cher notre bouteille. D'accord? Et ça, on n'est pas capable de le mesurer. Par contre, de se dire, on fait rien parce qu'en effet, on n'est pas capable de le valoriser, c'est le risque que dans quelques temps, vu qu'on ne répondra plus du tout aux attentes du marché, on soit déconnecté du marché. Donc Complètement c'est à la pas qu'une traîne. question de valorisation, c'est aussi une question d'avoir un produit qui corresponde aux attentes du marché. Donc derrière, c'est pas une valorisation supplémentaire de nos produits. Est-ce qu'on a eu des nouveaux marchés grâce à ça? Je suis incapable de le dire. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a des analyses qui tombent sur des vins et où il y a je ne sais combien de résidus, nous, aujourd'hui, ça ne nous fait pas peur parce que je pense que sur tous nos vins, vous pouvez faire des analyses de résidus, on ne va pas trouver grand-chose. Voilà. Donc, donc, on est dans cette réponse à une attente des clients d'avoir des produits sains. Donc, il y a pas, j'allais dire, il n'y a pas que le levier financier. C'est-à-dire, c'est pas je fais ça pour être sûr de gagner X euros de plus sur ma bouteille. Je pense qu'il faut le voir de manière. C'est ce qu'on essaie de faire avec nos viticulteurs, hein, de leur expliquer. Si on fait rien demain, on sera peut-être plus dans les rayons, ou on sera peut-être plus chez les cavistes parce qu'on n'aura pas répondu à ce que les gens attendent de nos produits. Même si la situation économique et la demande pour des produits plus respectueux de l'environnement favorisent une transformation de la production, c'est avant tout pour protéger leur santé, celle des travailleurs, pour renouer avec leur métier et pour la protection de l'environnement que les viticulteurs souhaitent changer leurs pratiques. Moi, je suis très très favorable à l'engagement dans ces démarches. La certification est importante pour la crédibilité et atteindre un résultat. Je ne le fais pas pour le consommateur. Je le fais beaucoup plus pour la production, pour le terroir lui-même, pour la protection de l'environnement local, pour le voisinage et les gens qui y travaillent. Quand on l'a fait, nous, vraiment, c'était pour la production. Que l'on vende aux négoces ou aux particuliers ou aux cavistes, c'était vraiment l'aspect production, vin, vigne, qui nous intéressait sur le passage en bio. C'est vrai que c'est plus agréable. Enfin, le fait de vendre aux particuliers et d'en parler aux particuliers, ça fait un peu ça permet d'atomiser et de parler, de prêcher un peu la bonne parole auprès des gens, ça c'est sûr. Mais le but de départ était vraiment la production sur le côté technique qui était là, quoi. C'est pas du tout. On n'a pas fait à l'envers, c'est-à-dire on l'a pas fait pour pouvoir en parler et pour communiquer avec nos clients, quoi. C'était d'abord on passe en bio parce qu'on a envie, et puis voilà, le côté communicatif passera après, et on sera une conséquence, mais on l'assumera, quoi. Parce qu'on aurait pu on a perdu des clients parce qu'on est passé en bio, faut le savoir. Il y a eu un déclic un jour, c'est qu'on était en train de palisser et le soleil se levait, et j'ai vu toutes les poussières qui sortaient de la vigne, et je me suis dit, punaise, on en absorbe pas mal quand même. Donc c'était l'intérêt, c'était de nous protéger aussi, nous, parce qu'on est quand même les premiers au contact. Le consommateur, il en a vraiment une infime quantité de produits, mais c'est quand même nous et la terre qui en prenons le plus. Donc voilà, c'était dans cet esprit-là. Je me souviens très bien, j'étais tout jeune en 89, donc vous voyez à peu près ce que ça veut dire. Christophe Terrijol, viticulteur au château des Matards, sur la commune de Saint-Cyr-sur-Gironde. 89, c'était la seule année où, de mémoire, je crois qu'il a plu 5 à 10 mm durant la période végétative. Et j'ai traité, c'était la première année que ça m'arrivait de ma courte existence, puisque je suis rentré sur la propriété en 85. En 89, j'ai fait 3 traitements anti-mildiou.
et à petite dose. Et quand j'en parlais avec mes voisins, j'étais un peu traité de fou, alors ça m'allait très bien, parce que normalement, on traite plus régulièrement que ça, tu as pris énormément de risques, le gamin. Cette période-là, c'était une année exceptionnelle où il n'y a pas eu de maladie, où tout était très bien. Et pourquoi utiliser des produits? C'était ma réflexion. Pourquoi utiliser des produits alors qu'il n'y en a pas besoin? Mais vous voyez que la mentalité a bien changé, puisque ça, beaucoup de mes collègues me critiquaient un peu, en disant que j'avais été fou. Aujourd'hui, si ça se reproduisait, je ne sais même pas si j'en ferais 3 traitements avec toutes les connaissances qu'on a acquis. Mais voilà, donc pour vous dire l'évolution de 89 à aujourd'hui. Ces transformations demandent donc du temps, notamment parce qu'elles nécessitent un changement des représentations important dans les pratiques exercées. Il y a quand même une prise de conscience, à mon sens, qui s'est faite. Ça a commencé à émerger il y a une bonne douzaine d'années. Sylvain Friès, conseiller en viticulture biologique à Agrobio Gironde. Avant, le gars qui était en bio était considéré comme un farfelu, voire un vieux hippie, ou voilà. Il avait de l'herbe dans ses vignes, on le traitait de fou, il travaillait comme un dégueulasse, enfin voilà. Là, la vision des choses a complètement changé. Maintenant, les gens qui ont de l'herbe dans les vignes sont vus autrement. On se dit, lui, il favorise la biodiversité, il va vers autre chose, il a une autre façon de travailler, peut-être qu'il travaille sur la vigueur. Il y a un autre, même au point de vue technique, au point de vue des autres viticulteurs, il y a un autre regard sur le bio que ce qu'il y avait il y a encore une quinzaine d'années. Je pense qu'on est passé là progressivement, effectivement, d'un système agricole très productiviste qui probablement avait oublié que toute activité agricole s'inscrit dans un paysage, dans un territoire, avec une communauté de vivants. Gauthier Wattel, chargé de mission Natura 2000 au syndicat du Moron. Donc toutes les espèces, que ce soit en flore ou en faune. Et d'une certaine manière, parfois, je pense que on en a payé un peu le prix d'oublier tout ça. Et aujourd'hui, on s'en souvient, on réintègre ça dans notre regard. Et de plus en plus, les agriculteurs leur font une place. Voilà, c'est chacun un peu qui retrouve sa place, en différentes proportions, mais non, ça commence à marcher. Aujourd'hui, les résultats sont visibles sur le territoire de la Haute-Gironde. Même si la route reste encore longue, les efforts de chacun et chacune, à la hauteur de leur capacité, permettent de mettre en avant des transformations tangibles, consacrées parfois par des certifications, notamment l'agriculture biologique. Ce qui se passe ces dernières années, c'est une croissance quasi exponentielle des conversions bio. On a eu un plateau, il y a eu une grosse augmentation à partir des années 2000, où il y a eu un plateau au début des années 2010 où c'était un peu moins l'euphorie, et là depuis 2 ans c'est de nouveau une augmentation très très forte. Oui, les conversions, elles augmentent, la courbe est croissante, aujourd'hui on le voit. Delphine Equelan, conseillère territoire à Agrobio Gironde. Et par exemple, en 2018, on a eu plus 50% de surface en conversion. Donc en 2019, on a 1099 exploitations bio, donc certifiées et en conversion. C'est 22,7% de plus qu'en 2018. Et la bio, elle représente finalement 17% des exploitations agricoles en Gironde. En Haute-Gironde, on a 1658 hectares engagés en bio, donc en conversion et certifiés, ce qui représente à peu près 6,3% de la surface agricole utile du territoire. Donc voilà, en fait, la bio, elle
elle est croissante, hein, mais finalement, si on regarde par rapport à la SAU viticole totale, c'est que 11,6%. Donc voilà, il y a quand même encore une grande marge de progression et on va dans ce sens. D'autres démarches environnementales permettent également de rendre compte de ces évolutions. Nous vous laissons les syndicats viticoles vous présenter ces transformations. Alors depuis maintenant 2 ans, le syndicat viticole demande à tous ses adhérents de remplir un petit questionnaire, justement pour savoir dans quelles sont les mesures environnementales qu'ils prennent. Nicolas Carreau, viticulteur et président du syndicat viticole Blaye Côte de Bordeaux. On constate un très gros engouement, de gros changements des viticulteurs, avec maintenant beaucoup de certifications en HVE, de certifications en bio, en biodynamie. En cumulant HVE3, bio, biodynamie, Terravitis, on a à peu près 4500 hectares qui seraient engagés dans ces démarches sur les 6000 hectares de l'appellation. Donc ça fait à peu près 75% des surfaces qui sont engagées dans une vraie démarche environnementale. On n'avait pas, il y a 2-3 ans, de statistiques qui nous permettaient de voir l'évolution des pratiques de nos opérateurs. Donc depuis maintenant 3 ans, cela nous permet, on a réalisé un questionnaire rendu entre guillemets obligatoire dans le cadre de la déclaration de revendication. Didier Gontier, directeur du syndicat viticole des Côtes de Bourg. Et qui nous permet, exploitation par exploitation et en fonction de leur superficie, d'avoir les informations sur leur engagement dans les certifications environnementales, quelles qu'elles soient. Terravitis, bio, biodynamie, HVE3, voilà. Nous, on a un syndicat à vocation de rassembler l'ensemble des opérateurs, et même si on a choisi une certification environnementale pour notre cahier des charges, on est satisfait de pouvoir constater l'évolution exponentielle de cette mutation opérée par l'ensemble des opérateurs. Dans le syndicat de Bourg, la moitié des exploitants n'utilisent plus de produits CMR, ce qui représente 48% des surfaces du syndicat. Enfin, d'autres acteurs s'engagent également à encourager ces changements. Les négociants en charge de la vente commerciale des vins incitent et accompagnent les agriculteurs à changer leurs pratiques. On a un rôle d'encouragement, on est bien convaincu que tant que quelqu'un achète, il y aura quelqu'un pour produire. Et donc, si nous, le négoce, on a un rôle à jouer pour accompagner les viticulteurs, d'abord leur annoncer le message qu'on ne va pas tolérer les CMR pendant beaucoup plus longtemps. Là-dessus, on a développé une charte de l'environnement du négoce avec des engagements très clairs. On s'est dit, les négociants, qu'est-ce que nous on fait là-dedans ? On a un rôle à jouer. Et le CIVB communique pour inciter, mais si nous, on continue à acheter tout ce qui est produit, ça laisse ouverte une énorme voie d'eau. Alors que nous, en annonçant tôt, 2020, c'était en 2019 déjà, qu'on a établi cette charte. Et donc, c'est aussi, d'abord pour sensibiliser les négociants. Pour que les négociants s'approprient cette problématique et qu'ils soient acteurs. Et la façon dont ils peuvent être acteurs, c'est y être impliqués eux-mêmes, parce que ce n'est pas uniquement la démarche environnementale du négoce, ça s'applique aussi en interne à la maison de négoce. Donc sensibiliser les négociants, que les négociants aient un rôle pour sensibiliser les viticulteurs auxquels ils achètent du vin, mais aussi un rôle vers l'aval, au niveau d'expliquer à son client, et voilà, il y a tout ça, Bordeaux est en train d'abandonner les CMR. Ces démarches, initiées par les viticulteurs eux-mêmes et par tous les acteurs de la chaîne du vin, sont également soutenues par une volonté politique forte de la région et du territoire de Haute-Gironde pour aller encore plus loin dans la transition et devenir un territoire moteur du changement, avec des pratiques plus respectueuses de l'environnement et en faveur de la santé de toutes et tous. Ainsi, le programme régional VitiRêve œuvre à faire travailler ensemble tous ces acteurs dans une dynamique collective d'expérimentation et d'échange. Le changement de pratique en viticulture et une viticulture plus durable, tout le monde y travaille un peu. Lydia Hérault,
présidente de la communauté de communes de l'Estuaire et conseillère régionale chargée à la viticulture. Les chambres d'agriculture, effectivement, les interprofessions, la recherche, etc. Souvent en partenariat avec un ou deux partenaires. Là, l'idée, c'était vraiment réunir tout le monde dans une sorte de consortium pour aller peut-être un petit peu plus loin et porter un peu plus les choses. Et on a travaillé plusieurs axes. On a travaillé sur les innovations, de quoi on a besoin aujourd'hui pour faire évoluer les pratiques viticoles et en partie pour remplacer les produits phytosanitaires, en repérant effectivement des innovations qui nous semblaient importantes et en essayant de les accélérer et de les déployer aussi auprès des viticulteurs. Il y a un deuxième chantier sur lequel on travaille qui est la donnée viticole. Aujourd'hui, on a des données qui sont un peu disséminées un peu partout et qu'on n'arrive pas à exploiter suffisamment. Mais sur les pratiques viticoles, finalement, on a assez peu de recul. Donc on a aussi besoin de données là-dessus. Il y a tout un volet aussi sur l'innovation et la valorisation des bonnes pratiques qui est aussi beaucoup travaillé sur des laboratoires d'innovation territoriale. Donc on en a déployé 14 qui sont venus des territoires à l'échelle Nouvelle-Aquitaine, qui sont répartis un petit peu partout, et où dans ces laboratoires sont associés les viticulteurs du territoire, mais ça peut être aussi les écoles, les collectivités, les entreprises. Voilà. On voit apparaître un petit peu les prémices de ce qu'est un laboratoire d'innovation territoriale, finalement, à notre petite échelle à nous. Enfin, petite échelle, c'est quand même 2000 hectares, quand même. C'est-à-dire qu'il y a cette démarche d'entraînement collectif qui se fait, et c'est le collectif, c'est la structure coopérative qui finalement permet, parce que les viticulteurs entre eux, aussi, quand ils mettent en place des choses, on voit ce que le voisin fait, ça nous donne des idées, ça nous rassure. Et finalement, on a les prémices de ce que nous, en tout cas, on a compris de ce qu'était une démarche de laboratoire d'innovation territoriale à notre échelle des vignerons de Buzet, par finalement tout ce qu'on a fait depuis ces dernières années. Et là, c'est vrai que avec le programme VitiRêve qui a vraiment poussé en avant ce type de démarche, donc avec 14 litres en Nouvelle-Aquitaine, donc nous, on a saisi cette occasion parce que on s'est reconnu dans cette démarche et on s'est dit que c'était peut-être un moyen d'aller encore plus loin au niveau territorial. Qu'en plus, comme on disait tout au début, ce que disait Karine, on a ce terreau un petit peu fertile ici parce qu'on a cette particularité de Buzet on a des polyculteurs. On a vraiment, ça c'est vraiment une identité très forte depuis très longtemps, cette identité de polyculture. Et ça nous permet peut-être plus naturellement, en tout cas, d'aller toucher d'autres filières agricoles. Donc, nous, notre laboratoire d'innovation territoriale, donc, on lui a donné cette mission d'essayer de démontrer que nous, ce qu'on met en place depuis ces plus de 15 ans, c'est un modèle qui fonctionne, c'est un modèle résilient, c'est un modèle qui peut entraîner durablement les agriculteurs dans une transition agroécologique, en fait, c'est ça. Et l'objectif de notre laboratoire d'innovation territoriale à Buzet, c'est ça, c'est d'entraîner la transition agroécologique en viticulture, mais aussi sur les autres filières agricoles et sur le territoire, quoi. En Haute-Gironde, une démarche plus locale a pris son essor depuis 2 ans et accélère ses transformations. C'est la démarche Cépage pour construire ensemble les pratiques agricoles pour l'environnement et la santé. Pour les élus du territoire, c'est une occasion privilégiée pour faire dialoguer entre eux les acteurs locaux. La solution pour arriver à une réduction, voire une suppression de l'utilisation des produits phytosanitaires toxiques dans les CMR dont on parlait, ça ne pourra provenir que d'un dialogue entre les uns et les autres et non pas en s'agressant réciproquement. Ça a été possible aussi parce qu'il y avait une volonté politique. Voilà, c'est souvent, c'est ce que je disais tout à l'heure, le rôle des élus, c'est souvent aussi de faire parler les gens ensemble, les faire travailler ensemble et d'essayer de faire que ça fonctionne. Donc c'est quelque chose que j'ai à cœur et que je porte sur ce territoire. Et finalement, j'ai mon expérience aussi du milieu viticole qui est importante et une préoccupation aussi de citoyenne et d'élus, donc qui me permet finalement de
peut-être de comprendre les enjeux des uns et des autres et de les faire dialoguer. Donc j'essaie de m'en servir pour que ça fonctionne. Et puis je pense qu'on a aussi autour de la table des gens plutôt de bonne volonté pour travailler ensemble et qui ont cette envie. Donc ça fonctionne et c'est vrai que ça étonne presque que ça fonctionne. Mais en tout cas, nous on est contents que ça puisse se faire et je souhaite que ce travail puisse continuer dans ces mêmes conditions parce que je trouve qu'il est très constructif. C'est la fin de ce 7e épisode sur la viticulture en Haute-Gironde. Nous espérons qu'il vous aura plu, interpellé ou même fait envie d'en savoir plus sur ce qui se passe sur ce territoire. Le prochain épisode sera consacré aux problématiques des viticulteurs pour entrer en conversion et aux dispositifs existants pour les accompagner. Cet épisode a été réalisé dans le cadre du projet Cépage. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur la chaîne YouTube de la communauté de communes de l'Estuaire ainsi que sur la chaîne de la Traverse, disponible sur toutes les plateformes de podcast.